11 janvier 1936, église presbytérienne de Madison Avenue. 25 invités, une réception au Carlisle et une mariée que l'histoire américaine adore. La fille de pêcheur d'une île écossaise qui a épousé un millionnaire bâtisseur. Regardez plutôt le manifeste du navire. Mai 1930, le RMS Transylvania. Profession, un mot, domestique, $50, 18 ans la veille. La lune de miel a duré 2 jours. 12 ans plus tard, elle a failli mourir, et son mari a dit à leur fille de 11 ans d'aller à l'école quand même. 50 ans après cela, sa signature a aidé à faire passer $1 milliard devant l'IRS. Tout a commencé lors d'une danse dans le Queens. Mais avant la danse, avant l'église, il y avait un village appelé Tong. Tong se trouve sur l'île de Lewis, dans les Hébrides extérieures, à peu près aussi loin au nord-ouest que l'on peut aller en Grande-Bretagne avant de manquer de Grande-Bretagne. Mary Ann MacLeod est née là-bas le 10 mai 1912, la plus jeune de 10 enfants. Son père, Malcolm, était un fermier et pêcheur qui servait également d'agent de présence obligatoire à l'école locale, ce qui est une façon polie de dire que son travail consistait à frapper aux portes et à demander pourquoi l'enfant de quelqu'un ne venait pas. La famille parlait gaélique. L'anglais venait en second, appris plutôt qu'hérité. Les généalogistes qui ont étudié la famille soulignent que les MacLeod n'étaient monde pas les plus pauvres de l'île. Malcolm avait un travail stable et une certaine position. Cette distinction est importante, et j'y reviendrai, car la version de cette histoire racontée lors des conventions politiques tend à réduire Mary Ann à une paysanne pieds nus qui a débarqué d'un bateau avec rien d'autre qu'un rêve. Elle a débarqué d'un bateau avec $50, un visa délivré à Glasgow, 3 sœurs déjà établies, à New York, et une compréhension très précise de ce qui arrive aux femmes qui ne partent leur pas. Voici sur quoi cette compréhension était fondée. En janvier 1919, alors qu'elle avait 6 ans, un yacht naval appelé Liolaire s'est échoué sur les rochers à l'entrée du port de Stornoway, transportant des militaires de retour de la guerre. Plus de 200 hommes sont morts en vue de la côte qu'ils essayaient d'atteindre. Les îles occidentales avaient déjà perdu une proportion plus élevée de leurs hommes pendant la Première Guerre mondiale que presque partout ailleurs en Grande-Bretagne. Ainsi, Mary Ann a grandi dans un endroit qui avait manqué de mari. Ce n'est pas un cadre sentimental, ce sont des données démographiques. Pour une fille sur Lewis dans les années 1920, les futurs possibles étaient à peu près ceux-ci. Éventrer des harangues, épouser quelqu'un qui avait survécu, ou monter sur un bateau. Nous savons quelque chose de ce qu'elle pensait pendant ces années, et c'est la partie que presque personne n'utilise, car la source n'est pas américaine, et ce n'est pas un Trump. En 1926, une fille de Dundee nommée Agnes Stephen a remporté un concours de peinture organisé par un journal écossais. Son nom et son adresse ont été imprimés à côté du prix. Mary Ann, âgée de 14 ans et à des centaines de kilomètres, lui a écrit. Elles sont devenues correspondantes. Elles ont continué à s'écrire pendant des années et elles se sont rencontrées en personne à Glasgow avant que Mary Ann ne parte en mer. Agnès se dirigeait vers l'Allemagne avec une bourse universitaire, Mary Ann vers New York. Ces lettres ont survécu. Une équipe documentaire sur Lewis a construit tout un film autour d'elle des décennies plus tard. Elles sont, autant que je sache, le seul ensemble substantiel d'écrits de la main de Mary Ann MacLeod que aucun membre de la famille Trump n'a jamais contrôlé. Souvenez-vous de cela. Cela devient la dernière chose qui compte dans cette histoire. Maintenant, la traversée. Elle a reçu le visa d'immigration numéro 26 698 à Glasgow le 17 février 1930. Elle a quitté le port le 2 mai. Le Transylvania a accosté à New York le 11 mai, un jour après son 18e anniversaire. Sur la liste des passagers étrangers, sa profession déclarée est domestique. Elle a déclaré qu'elle avait l'intention de rester définitivement et de devenir citoyenne américaine. Elle avait environ $50 et elle est allée vivre avec sa sœur aînée à Astoria, Queens. Il existe une version concurrente de tout cela et cela vaut 30 secondes à cause de qui l'a raconté. Son fils a déclaré publiquement qu'elle était venue en Amérique pour des vacances, a rencontré Fred et n'est simplement jamais repartie. Romantique. Aussi contredit par les documents qu'elle a personnellement signés à son arrivée. Elle n'était pas une touriste emportée par le vent.
Elle était une migrante économique qui a écrit sur un document fédéral qu'elle venait travailler dans les maisons des autres et rester pour de bon. Elle a fait ce travail pendant environ 5 ans. Les détails sont minces. Il y a une affirmation persistante, selon laquelle elle était femme de chambre ou nourrice dans le manoir Carnegie. Et cela peut être vrai, mais je le considère comme non confirmé plutôt qu'établi. Ce qui n'est pas en doute, c'est la catégorie. Elle nettoyait, elle s'occupait des enfants. Elle vivait dans les espaces physiques des riches new-yorkais, sans appartenir à aucun d'eux. Elle a appris de près, et pendant des années, exactement comment fonctionnaient les ménages américains riches, qui donnaient des ordres, qui les absorbaient, ce qu'une femme en charge d'une telle maison faisait réellement toute la journée. Ce n'est pas une histoire tragique, c'est une formation. La dépression a frappé. Le travail domestique s'est tari comme tout le reste. Et quelque part au milieu des années 1930, lors d'une fête dans le Queens, une danse selon la plupart des récits, elle a rencontré un constructeur nommé Fred Trump. Il était à 5 ans dans une carrière qui avait commencé quand il était pratiquement un enfant. Son propre père était mort lors de la pandémie de grippe de 1918, quand Fred avait 12 ans, et Fred était entré dans la construction jeune, si jeune que l'entreprise de construction familiale était incorporée sous le nom de sa mère, Elizabeth Christ Trump, parce qu'il n'était pas assez vieux pour signer des contrats. E. Trump & Son. Le fils faisait le travail. La mère tenait le stylo. Gardez aussi cet arrangement en tête. Au moment où Marianne l'a rencontré, Fred avait environ 30 ans et vendait des maisons dans le Queens pour quelques milliers de dollars chacune. Avançant vite, construisant vite, déjà un homme avec une voiture et une réputation. Elle l'aurait décrit plus tard comme le célibataire le plus convoité de New York. C'est son cadre, rappelé par d'autres, et c'est révélateur. Pas l'homme le plus gentil qu'elle ait rencontré. Pas le plus drôle, le plus convoité. Elle les évaluait, et il évaluait en retour. Voici ce qu'une domestique née en Écosse offrait à un constructeur germano-américain dans le Queens des années 1930. Et je veux être précis à ce sujet, car c'est là que l'histoire d'amour standard cesse d'être suffisante. La famille de Fred Trump a passé des décennies à dire aux gens qu'ils étaient suédois. Cette affirmation a survécu à Fred, a survécu à Marianne, et est apparue dans l'un des propres livres de Donald Trump. À une époque où les attitudes américaines envers les Allemands allaient considérablement se détériorer, un constructeur portant un nom comme Trump, épousant une jeune fille presbytérienne aux cheveux clairs des îles de Britannique, n'était pas un événement neutre. Elle était, entre autres, extrêmement utile. Cela ne signifie pas qu'il ne la voulait pas. Les deux choses se passaient en même temps. C'est le schéma pour les 63 années suivantes. Nous savons à quel point elle prenait cela au sérieux, car lors d'un voyage en Écosse, elle a dit à sa famille qu'elle avait rencontré l'homme qu'elle allait épouser avant qu'il ne le lui demande. Le mariage était petit, 25 invités. Le révérend George Arthur Buttrick, l'un des prédicateurs protestants les plus en vue en Amérique, a officié à la Madison Avenue Presbyterian, dans l'Upper East Side. Le témoin était le frère cadet de Fred, John, qui avait un doctorat en physique du MIT. La demoiselle d'honneur était la sœur aînée de Mary Ann. Le journal de sa ville natale, le Stornoway Gazette, a publié un avis décrivant la robe de la mariée, en satin blanc, avec une longue traîne, un bonnet en tulle et un voile, et un bouquet d'orchidées blanches et de muguets. Lisez cet avis pour ce qu'il est réellement. C'est un message pour la maison. L'île a eu le satin, les orchidées et l'église de Manhattan. L'île n'a pas eu la liste des invités, 25 personnes. Pour un homme qui était déjà riche, déjà connecté, déjà en train de construire à grande échelle, c'était une taille de mariage pour être respectable, pas célébré. Ensuite, ils sont allés à Atlantic City pour 2 jours parce que Fred avait des affaires et sont revenus. C'est toute la lune de miel. 2 jours. Écoutez, beaucoup d'hommes ambitieux, en 1936, écourtaient leur lune de miel. Pris isolément, cela ne signifie rien. Cela signifie quelque chose en combinaison avec ce qui s'est passé ensuite, à savoir que les jeunes mariés ont emménagé dans la maison de sa mère. Elizabeth Christ Trump était déjà Madame Trump. Elle détenait le nom de l'entreprise. Elle était la femme dont la signature rendait l'entreprise familiale légalement possible. Et dans son foyer est arrivée une mariée de 23 ans, dont tout le CV américain
consistait à travailler dans les maisons d'autres femmes. Ainsi, le premier acte de Mary Ann, en tant qu'épouse d'un homme riche, a été de vivre dans une maison qu'elle ne dirigeait pas, attachée à une entreprise qu'elle ne possédait pas, sous l'autorité d'une femme qui détenait les deux depuis une décennie. Elle avait traversé un océan et changé de classe, et l'arrangement fondamental n'avait pas bougé d'un pouce. Il y avait toujours quelqu'un au-dessus d'elle, décidant comment la maison fonctionnait. Elle était enceinte dans l'année. Mary Ann est née en avril 1937, Fred Jr. l'automne suivant. En 1940, le recenseur qui est passé a enregistré quelque chose qui devrait vous arrêter. Fred se débrouillait bien. Le revenu du ménage était solide. La famille avait progressé. Et vivant avec eux, employée par eux, était une domestique écossaise. 10 ans après avoir signé son propre nom à côté du mot domestique, Mary Ann McLeod Trump avait une femme de ménage écossaise. C'est l'histoire de réussite de l'immigrant, complète, livrée en une seule ligne d'un document fédéral. C'est aussi le moment où le piège se referme, bien que personne impliqué ne l'aurait décrit ainsi, et je doute qu'elle l'aurait fait non plus. Parce que la chose qu'elle avait acquise était une position à l'intérieur d'une structure. Pas de l'argent. L'argent restait avec Fred, pas l'entreprise. C'était le nom d'Elizabeth et le contrôle de Fred. Une position, un rôle, l'épouse. Et le rôle venait avec des devoirs qu'on ne lui avait pas encore demandé de remplir. Le premier de ces devoirs apparaît dans les biographies comme une anecdote charmante. Et il vaut la peine de la décortiquer, car l'anecdote ne peut pas décider à qui elle appartient. L'histoire raconte que Mary Ann Trump, épouse de l'un des plus grands propriétaires de Brooklyn et Queens, conduisait personnellement pour collecter les pièces des machines à laver des immeubles familiaux. Harry Hurt III a mis cela dans son livre de 1993 sur Donald Trump et l'a attribué à elle. D'autres récits au sein de la famille attribuent la même routine à Elizabeth, la mère de Fred. Et Donald a raconté une version dans laquelle il le faisait lui-même, accompagnant en tant que garçon. Alors, qui est-ce? Possiblement les trois à différents moments. Mais remarquez ce que la confusion vous dit. C'est un foyer où la femme spécifique effectuant la tâche est interchangeable et la tâche elle-même est fixe. L'épouse de quelqu'un sort avec un sac et ramène les pièces. L'identité de l'épouse est un détail. Elle conduisait une Rolls-Royce avec les plaques personnalisées MMT, Mary McLeod Trump. Cette voiture a été présentée pendant 60 ans comme preuve de son ascension. C'était aussi pendant un temps le véhicule dans lequel elle transportait la monnaie de la lessive. Je ne pense pas que ce soit humiliant, je pense que c'est éclairant. Elle avait épousé une entreprise familiale et elle y avait un emploi. En mars 1942, elle est devenue citoyenne américaine. Elizabeth, son troisième enfant, est née la même année. Donald a suivi en 1946. Et puis, en 1948, est venue la naissance de Robert, et l'événement que je dirais être le véritable centre de ce mariage. Non pas parce qu'il était cruel au sens habituel du terme, mais à cause de ce qu'il révélait sur la façon dont cette famille gérait la peur. Quelque chose s'est très mal passé après l'accouchement. Elle a fait une hémorragie. Les médecins ont pratiqué une hystérectomie d'urgence. Puis une péritonite s'est installée, une infection abdominale grave. Et elle été retournée en chirurgie encore et encore. Sa fille, Mary Ann, parlant des années plus tard à la biographe Gwenda Blair, a décrit 4 opérations en quelque chose comme 2 semaines. Mary Ann avait 11 ans. Voici ce dont elle se souvenait de cette période, et je la cite parce que paraphraser adoucit cela. Son père était rentré à la maison et lui a dit que sa mère n'était pas censée vivre, mais qu'elle devait aller à l'école et qu'il appellerait si quelque chose changeait. Aller à l'école comme d'habitude. Maintenant, comparez cela à l'autre moitié de la même histoire, qui est également documentée, et que la plupart des récits omettent en mode parce qu'elle complique le méchant. Fred Trump siégeait au conseil d'administration de l'hôpital Jamaica. Il a utilisé cette position et l'un des très rares téléphones de voiture à New York à l'époque pour retrouver un chirurgien de l'école de médecine de Columbia. Il est allé chercher l'homme lui-même. Il a donc mobilisé tout ce qu'il avait pour sauver son corps, et il a dit à sa fille de 11 ans d'aller à l'école. Ce n'est pas une contradiction, c'est un système. Dans cette famille, une crise est un problème logistique. Vous résolvez le problème logistique avec de l'argent, des contacts et de la rapidité, et le contenu émotionnel de la crise n'est simplement pas traité par quiconque parce que le traité ne produit
Rien. Fred Trump ne négligeait pas sa femme. Il appliquait la seule méthode qu'il connaissait. Marianne a survécu. Elle avait 36 ans. Elle n'aurait jamais un autre enfant. Et les opérations lui ont laissé des séquelles qui se sont aggravées pour le reste de sa vie. Elle a eu des problèmes de santé récurrents, notamment une détérioration osseuse et des opérations répétées de la hanche dans ces dernières décennies que ses amis et sa famille attribuent à cette année-là. Donald avait 2 ans, Robert était un nourrisson. Pendant plusieurs mois, la mère de la maison était à l'hôpital et personne n'avait le droit d'en être contrarié. Voici la question que les gens posent toujours à ce stade. Et c'est la mauvaise, mais répondons-y quand même. Pourquoi n'est-elle pas partie? Partir pourquoi? Elle n'avait pas d'argent à son nom. L'entreprise appartenait à Fred. La maison appartenait à Fred. Sa citoyenneté avait 6 ans et elle avait vécu une décennie où l'enthousiasme du gouvernement américain pour les résidents nés à l'étranger fluctuait considérablement. Elle avait 5 enfants, une église presbytérienne qui prenait les vœux de mariage au sérieux et une île chez elle où elle était l'histoire de réussite, celle qui avait réussi. Retourner à Tongue en tant que femme divorcée avec 5 enfants n'aurait pas été une échappatoire. Cela aurait été l'échec le plus public qui lui était accessible. Et je veux être prudent ici, car il n'y a aucune preuve qu'elle voulait partir. Aucune. Pas de lettre exprimant des regrets sur le mariage, pas de tentative de séparation, pas de confident qui a dit plus tard qu'elle était malheureuse. Les archives ne montrent pas une femme tirant sur une laisse. Ce que les archives montrent, c'est une femme qui a cessé d'attendre que le mariage soit autre chose que ce qu'il était, et qui s'est mise au travail à l'intérieur. Parce que dans les années 1950, elle est devenue très bonne dans ce travail. Ils ont emménagé dans une maison de 23 pièces à Jamaica Estate, une maison coloniale avec des colonnes construites avec l'argent de Fred sur un terrain qu'il possédait, surplombant les quartiers qu'il louait. Elle la gérait. Elle s'est également investie dans le monde extérieur d'une manière qui n'avait rien à voir avec les pièces de monnaie de la lessive. Elle a servi dans l'auxiliaire féminin de l'hôpital de Jamaica. Elle était impliquée dans la crèche de Jamaica. Elle a levé des fonds pour des causes de paralysie cérébrale et pour des programmes servant les adultes ayant des déficiences intellectuelles. La famille était active avec l'armée du salut, les Boy Scouts, le phare pour les aveugles. Elle portait de beaux vêtements, se présentait au déjeuner, serrait des mains et faisait publier sa photo dans les journaux de l'arrondissement. Le travail caritatif, la chose la plus facile au monde, à rejeter comme un passe-temps de femmes riches. Considérez ce qu'il faisait réellement. En 1954, un comité du Sénat des États-Unis, sous la direction de Homer Capehart, a convoqué Fred Trump pour la manière dont il avait profité des prêts immobiliers garantis par le gouvernement fédéral, construisant à un coût, empruntant à un coût plus élevé et empochant la différence. Il n'avait pas enfreint la loi telle qu'elle était alors écrite. Il a beau été publiquement humilié de toute façon, et cela lui a coûté du travail fédéral. 19 ans plus tard, le ministère de la Justice a poursuivi la gestion Trump pour discrimination raciale contre les candidats noirs dans les immeubles de la famille. Cette affaire a abouti à un décret de consentement et à une tâche permanente sur le nom. Et à travers tout cela, les Trump étaient la famille, avec l'auxiliaire de l'hôpital, et les dons aux Boy Scouts et le banc presbytérien. Je ne dis pas que sa charité était cynique. D'après tous les témoignages de personnes de qui la connaissaient, et d'après le témoignage de l'île écossaise qu'elle a financée discrètement pendant des décennies, y compris la salle du village et l'hospice local, elle était sincère. Mais être sincère et être utile ne sont pas mutuellement exclusifs, et Fred Trump n'employait pas de personnes qui n'étaient pas utiles. Elle était devenue la partie de la famille que les journaux pouvaient photographier sans grimacer. Elle avait aussi une deuxième fonction, et c'était la plus importante. En 1955, lorsque Donald a terminé l'école du dimanche à leur église presbytérienne, sa mère lui a donné une Bible, une version standard, révisée avec son nom dessus. Un petit cadeau ordinaire d'une mère religieuse à un garçon de 9 ans. Posez-le quelque part. Nous en aurons besoin. Elle était, selon les récits constants de la famille, la performeuse de la maison, celle avec l'instinct social, le sens du public, le plaisir d'être regardé. Donald a dit carrément qu'il tenait son sens du spectacle d'elle. Sa fille l'a décrite comme la star des réunions de famille. Fred construisait les bâtiments. Marianne décidait de l'apparence que la famille devait avoir en se tenant à côté d'eux.
Cette compétence compte plus que les pièces de monnaie. N'importe qui peut collecter des pièces de 25 cents. Très peu de gens peuvent pourtant prendre un propriétaire germano-américain sous enquête fédérale et transformer son foyer en une photographie à laquelle personne ne s'oppose. La seule chose que le système ne pouvait pas absorber était un enfant qui refusait de jouer son rôle. Fred Jr. était le fils aîné, nommé d'après son père, censé hériter de l'entreprise. Il n'en voulait pas. Il voulait voler, et il l'a fait. Il a volé pour TWA. Il était bon dans ce domaine, et son père considérait le tout comme une plaisanterie. Il y a une phrase attribuée à Fred Sr. qui est devenue une légende familiale, selon laquelle Donald valait 10 fois plus que lui. Donald lui-même a confirmé de ses propres mots à un journaliste en 2019 qu'il avait poussé son frère dans une entreprise que Fred Jr. n'allait jamais vouloir et qu'il le regrettait. Fred Jr. buvait. L'alcool a pris la carrière, puis le mariage. Et finalement, il vivait dans le grenier non meublé de la maison de ses parents à Jamaica Estates, faisant des travaux d'entretien sur les immeubles de son père. Réfléchissez à cette géographie un instant. La mère est en bas. Le fils aîné est en haut dans une pièce sans meubles. Ils sont dans le même bâtiment. Cela a duré des années. Le 26 septembre 1981, il était mort d'une crise cardiaque à 42 ans. Ce qui s'est passé cette nuit-là est contesté. Et je vais signaler le différend honnêtement parce que la version la plus citée vient d'une partie intéressée. Mary L. Trump, la fille de Fred Jr., qui avait 16 ans quand il était mort, qui a ensuite poursuivi la famille et écrit un livre à succès les dénonçant, a dit que personne n'était allé avec lui à l'hôpital et que Donald était allé au cinéma. Les gens de Donald ont qualifié son livre de faux. Elle a un intérêt évident. Lui aussi. Voici ce qui n'est pas contesté. Fred Trump Jr. est mort dans un hôpital du Queens à 42 ans. Et dans tous les récits que nous avons de tous les côtés, y compris celui de la famille elle-même, il n'y a aucune description de sa mère à ses côtés. Elle avait 5 enfants. Elle avait failli mourir en donnant naissance au dernier. Et quand le premier fils qu'elle ait jamais élevé est mort à 42 ans dans un hôpital à 10 minutes de sa maison, les archives restantes contiennent beaucoup d'informations sur qui a hérité de quoi et rien du tout sur où elle était. C'est le silence sur lequel je continue de tomber. Pas de cruauté au sens criant. Une incapacité institutionnelle à être présent pour tout ce qui ne pouvait pas être réparé. Il lui restait 32 ans, et dans la dernière décennie de ceux-ci, cette femme discrète avec les déjeuners de charité et les pièces de monnaie pour la lessive a cessé d'être l'objet que la famille exposait pour devenir quelque chose de considérablement plus difficile à expliquer. L'après-midi du 31 octobre 1991, Mary Ann Trump faisait des courses près d'un supermarché dans le Queens, non loin de chez elle. Elle avait 79 ans. Un adolescent l'a renversée et lui a volé son sac à main. Il y avait 14 $ dedans. Un homme nommé Lawrence Herbert, 44 ans, conduisant un camion pour Wonder Bread, a vu la scène, est sorti et a poursuivi le gamin dans le passage souterrain d'un immeuble. Le gamin lui a lancé le sac et Herbert l'a récupéré, les 14 $ et ses papiers, toujours à l'intérieur. La police a arrêté un jeune de 16 ans nommé Paul Locasto, qui a ensuite été condamné à 3 à 9 ans. Et liaison, elle a été laissée avec des côtes fracturées, une molle hémorragie cérébrale et des dommages permanents à sa vue et à son ouïe. Son fils, Donald, a invité Lawrence Herbert et sa famille à dîner au Plaza, lui a offert un emploi et lui a donné un chèque. 9 ans plus tard, Donald a ouvert un chapitre de son livre sur le crime en Amérique avec ce qui était arrivé à sa mère. Cette agression est l'une des très rares fois où Mary Ann Trump apparaît dans les archives publiques comme une personne à qui des événements sont arrivés, plutôt qu'une femme se tenant à côté de son mari sur une photo. Et au moment où cela a été imprimé, cela avait été converti en un argument politique. Je veux être exact sur la séquence maintenant parce que la séquence est toute l'histoire. Elle a été agressée à l'automne 1991, elle ne s'est jamais complètement rétablie. Et l'année suivante, en 1992, la famille Trump a incorporé une société appelée All County Building Supply and Maintenance. All County n'avait pas de véritable bureau. Son adresse indiquée appartenait à un confident de la famille. Son but déclaré était d'acheter des chaudières, des produits de nettoyage, des appareils, tout ce dont les bâtiments de Fred Trump avaient l'air besoin. Elle n'a rien fait de tel.
Ce qu'elle a fait, selon l'enquête du New York Times, qui a remporté un prix Pulitzer en 2019, c'est prendre des achats que les propres employés de Fred avaient déjà effectués et les majorer, parfois de 20%, parfois de 50%, parfois du double. L'argent gonflé a afflué vers les propriétaires d'All County, qui étaient Lamont, les enfants de Fred et Marianne, et un cousin, non imposé. Des cadeaux déguisés en factures. Il y avait un deuxième bénéficiaire. Fred Trump a utilisé ces chiffres gonflés pour justifier l'augmentation des loyers dans les immeubles à loyer réglementés. Les locataires de Brooklyn et du Queens ont payé plus pour que les enfants du propriétaire puissent en recevoir de l'argent sans payer d'impôts sur les dons. Et en 1995, Fred et Marianne ont chacun exécuté un arrangement fiduciaire qui a transféré l'empire aux enfants, tout en évaluant cet empire sur papier à 41 400 000 $. La valeur réelle était plus proche d'1 milliard. Le Times a rapporté que Fred et Mary Trump ont tendu transférer plus d'1 milliard de dollars de richesse à leurs enfants. La facture fiscale sur cela aurait dû être de l'ordre de 550 millions de dollars. Ils ont payé 52 200 000 $. L'avocat de Trump a nié qu'il y ait eu fraude ou évasion fiscale et a qualifié le reportage d'inexact. Le département fiscal de l'État de New York a ouvert une enquête. Voici la partie qui change cette histoire de manière permanente. Marianne Trump n'était pas une spectatrice de tout cela. Elle était signataire. Les instruments ont bougé parce qu'elle les a signés. La domestique de Transylvanie, qui est arrivée avec 50 $ et a écrit un mot sur elle-même sur un formulaire fédéral, a passé la dernière décennie de sa vie à co-exécuter la plus grande manœuvre fiscale documentée de l'histoire de sa famille, tout en étant partiellement aveugle et partiellement sourde à cause d'une agression pour 14 $. Je n'offre pas cela comme une accusation, je l'offre comme une correction. Chaque version de cette femme qui circule dans la culture américaine la traite comme un objet. La Cendrillon immigrée, la bénévole de charité, la douce mère écossaise, la femme à qui des choses arrivent. Les documents disent qu'elle était un principal, quel que soit le coût du mariage pour elle, en 1948, dans les années 1990, elle n'était pas gérée. Elle était une partie prenante. Fred Trump glissait dans la démence depuis des années à ce moment-là. Il est mort le 25 juin 1999 à 93 ans. La majeure partie de la succession est allée en parts égales aux 4 enfants survivants. Chaque petit enfant a reçu 200 000 $. Les 2 enfants de Fred Jr., Fred III et Mary, ont contesté le testament, arguant que leur grand-père avait été indûment influencé dans ces dernières années. La réponse de la famille est le fait le plus difficile de tout ce récit. Ils ont coupé l'assurance médicale que la fondation familiale fournissait aux enfants de Fred Jr. À ce moment-là, Fred III avait un fils nouveau-né, né quelques heures après les funérailles de Fred Sr., qui avait des convulsions et avait besoin de mois de soins néonatals intensifs. Le procès ultérieur a décrit le geste comme une cruauté insondable. C'était manifestement un levier. Marianne Trump était vivante pour tout cela. Elle était morte le 7 août 2000 à 88 ans, et la couverture de son arrière-petit-fils avait été utilisée comme monnaie d'échange contre les enfants de son fils alors qu'elle était vivante. Nous n'avons aucune trace de son objection. Nous n'avons pas non plus de trace qu'on lui ait demandé. C'est la position honnête, et je ne vais pas l'améliorer. La famille a obtenu son règlement en 2001. Fred Tourrier et Mary ont signé, pris l'argent, et signé un accord de confidentialité avec, ce qui aurait dû être la fin. Ce ne l'était pas, et la raison pour laquelle ce ne l'était pas est presque drôle. Le New York Times a trouvé le fil non pas par une fuite ou un lanceur d'alerte, mais par un document public. Un formulaire de divulgation financière que Marianne Trump Barry avait déposé, non expurgé, lors de sa confirmation à la magistrature fédérale. Un journaliste cherchant autre chose a repéré une contribution d'1 million de dollars à une entité appelée All County Building Supply and Maintenance et a pensé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Les propres documents de la famille ont ouvert les livres de la famille. Marianne a pris sa retraite de la magistrature en 2019, ce qui a interrompu une enquête pour inconduite judiciaire sur sa participation au stratagème.
Puis elle a été secrètement enregistrée par sa nièce, traitant son frère de menteur sans principe. Donald a poursuivi cette nièce et le Times pour 100 millions de dollars. Le propre procès de Mary L. Trump a été rejeté en 2022 sur la base de la renonciation qu'elle avait signée en 2001. Ainsi, le règlement a tenu. Les archives ROM sont restées scellées. La NDA a fait son travail et chaque fait conséquent sur l'argent de cette famille a atteint le public de toute façon. Extrait de documents que les Trump eux-mêmes ont générés et déposés. Ce qui nous ramène en Écosse. En 1995, une femme âgée à Dundee nommée Agnès Stephen regardait un documentaire télévisé sur un promoteur immobilier de New York appelé Donald Trump. Quelque part dedans, le nom de jeune fille de sa mère est apparu. Agnès avait perdu le contact avec sa correspondante adolescente environ 60 ans plus tôt, lorsque l'une d'elles a embarqué pour New York et l'autre était partie pour l'Allemagne. Elle l'a reconnue. Elles ont repris contact et sont restées en contact jusqu'à la mort de Marianne en 2000. Agnès a gardé les lettres, celles qu'une fille de 14 ans sur Lewis avait écrites à un étranger à Dundee, et celles qui sont venues après. Des décennies plus tard, un cinéaste de l'île de Lewis a construit un documentaire autour d'elle. Personne dans la famille Trump n'a approuvé cela. Personne ne l'a acheté, scellé ou fait signer quoi que ce soit à quiconque. Le seul ensemble substantiel de mots de Marianne McLeod, qui survit en dehors du monde de son mari, survit parce qu'une fille qui a gagné un concours de peinture en 1926 a gardé son courrier, et parce qu'une femme qui avait traversé un océan et changé de classe et enterré un fils et signé les papiers, voulait encore, à 83 ans, entendre quelqu'un qui l'avait connu avant tout cela. Maintenant, regardez à nouveau le mariage, janvier 1936. 25 personnes au Carlisle, satin blanc, une longue traîne, des orchidées et des lys de la vallée, tout cela fidèlement rapporté à Stornoway. L'île l'a lu comme une arrivée. Ce que c'était réellement, c'était une mariée de la classe servante épousant une entreprise familiale, enregistrée au nom d'une autre femme, puis emménageant dans la maison de cette femme, puis passant 63 ans dans une organisation qui pouvait organiser un chirurgien de Columbia par téléphone de voiture en un après-midi et ne pouvait pas gérer de s'asseoir à un lit d'hôpital. C'est le mariage. Pas une romance qui a échoué, et pas non plus une histoire d'horreur. Une fusion, entrée en connaissance de cause par les deux parties, dans laquelle elle fournissait la respectabilité et un visage photogénique et finalement une signature. Et il fournissait tout le reste et fixait chaque terme. Elle n'a jamais été dupée. Elle a été recrutée. Le 20 janvier 2017, son fils a posé sa main sur une Bible qu'elle lui avait donnée en 1955, quand il avait 9 ans, et a prêté le serment présidentiel. Elle était morte depuis 17 ans. C'est le seul bien à elle qui soit jamais apparu sur les marches du Capitole. Un cadeau qui ne coûte rien, ne prouve rien, et peut être photographié. Elle aurait compris exactement pourquoi ils l'ont choisi,